décembre 1949 et arrive au pouvoir en 1983 à l'âge de 34 ans. Ce jeune capitaine qui a été Premier ministre d'abord sous le régime de Seyzerbo et du commandant, arrive au pouvoir en 1983 dans une situation où le Burkina a vécu 23 ans de décolonisation, comme on peut le dire, d'indépendance, si on peut le dire ainsi, de manière formelle. Et il arrive dans une situation où le Burkina Faso est un pays sans grande ressource. Le Burkina Faso est un pays qui sert de main d'œuvre à la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire, et il arrive à la tête d'un pays qui est en déliquescence, à la limite, dans un pays qui est perdu, pour ne pas dire. Et le pays s'appelle pour la première fois, quand il arrive, Haute-Volta. C'est seulement un an après la révolution, après le coup d'État d'août 1983, que le pays devient Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Mais le pays des hommes intègres, non pas pour le mot ou pour le groupe de mots, mais le pays des hommes intègres, d'abord, tout simplement parce que Sankara avait un projet de société, parce que Sankara avait un idéal politique. Sankara était certes militaire, mais comme lui-même le disait, un militaire sans formation politique et idéologique était criminel en puissance. Et il avait à l'idée de transformer ce Burkina Faso-là et de faire de ce Burkina Faso le pays des réels hommes intègres. Et il fallait commencer par toutes les questions qui minaient la société, et il fallait commencer aussi par... Il fallait commencer donc par toutes les questions qui minaient la société, il fallait poser les problèmes et déjà commencer à trouver des éléments de solutionnement. Et ces éléments de solutionnement passent d'abord par une prise de conscience du peuple burkinabé. Et tout est parti notamment par la formation de la classe politique burkinabé et également des populations burkinabées à prendre en charge leur propre développement. Il le disait très sincèrement, nous pouvons faire de grandes choses avec de petits moyens. Et tout commence d'abord par la tête et tout commence par le modèle, par le dirigeant. Et il arrive, il baisse son salaire, il baisse le salaire de tout le monde, de toute la classe dirigeante, pour les consacrer aux services sociaux de base. Il tient un discours, à la limite, pour certains, radical, moi je dirais révolutionnaire, parce qu'il a pour ambition de changer les choses, et il dit que la question de la dette est un rouleau d'étranglement, la dette est un outil de domination politique et économique, et il faut que nous disions non à la dette. Malheureusement, certains ne l'ont pas suivi dans sa dynamique. Au niveau national, il essaie de faire des transformations, des constructions de routes, de barrages et autres, mais ce n'est pas le plus important, comme il le disait vers la fin de sa vie. Il disait que le plus important, c'est d'avoir permis ou d'avoir su inculquer au peuple burkinabé la volonté de changer son quotidien, son environnement par lui-même et non par quelqu'un. Il ne faut pas se faire libérer par quelqu'un d'autre, mais il faut se libérer soi-même. Et cette libération est passée par plusieurs étapes. D'abord la libération politique, la libération économique, ce qui a engendré ou ce qui a conduit à toutes les constructions sociales. On pourrait vous parler des CSPS, les centres de santé primaires dans chaque village, tous les bosquets qui ont été construits et autres. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toute la dynamique internationale qu'il a cassée. Dynamique internationale dans le sens où le Burkina, comme je le disais, était un peu la main d'œuvre de tous les autres pays, notamment de la Côte d'Ivoire principalement. Et en Côte d'Ivoire à l'époque, il y avait un dirigeant qu'on appelait Houphouët-Boigny. Le père, ou je dirais le terreau, ou je dirais encore plus, un des pions essentiels de la France-Afrique. Cette politique, je dirais, mafieuse entre la France et les pays d'Afrique également qui se voit et se constate dans d'autres relations, notamment entre la Belgique et le Congo, entre les États-Unis et un certain nombre de pays. Sankara arrive et dit à l'époque, avec les jeunes révolutionnaires qui viennent avec lui, les capitaines, il faut rompre avec cette situation et il faut faire du Burkina Faso non pas la plateforme, ou je dirais la plaque tournante de la déstabilisation de tous les autres États, comme c'est en l'état actuel avec Blaise Compaoré qui a pris le pouvoir en 87 et qui a souhaité ne plus y être 2 ans après, mais qui est 24 ans après. Il faut apprendre à décoloniser les esprits et il faut apprendre à rompre avec cette politique-là. Et la rupture avec cette politique est partie de cette année de 83, changement du nom du pays, réforme institutionnelle, un certain nombre de projets de sensibilisation, un certain nombre de projets, je dirais, d'indépendance réelle, d'indépendance politique, d'indépendance sociale et d'indépendance culturelle. Maintenant, pourquoi est-ce que on est arrivé à cette situation du 15 octobre 87? On est arrivé à cette situation du 15 octobre 87 parce que tout d'abord, Sankara dérangeait. Et il le disait lui-même, nous n'avons pas
pas le temps de faire tout ce que nous voulons. Et il faut le faire maintenant. C'est fini. Je tiens et je rappelle pour les uns et les autres que toutes les réformes de Sankara n'ont pas abouti et nous n'avons pas pour prétention ici de dire que Sankara a été un modèle à la limite celui qu'il faut déifier. Non. Mais nous disons qu'au-delà de tous les manquements ou au-delà de toutes les insuffisances et des limites qu'il y a eu dans les différentes politiques, Sankara est aujourd'hui un leader et 24 ans après, la jeunesse le réclame. Mais pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? Sankara était solidaire aussi bien du peuple burkinabé, notamment dans les différentes politiques, mais Sankara était également solidaire de tout le peuple en lutte pour une réelle décolonisation, pour une réelle indépendance, pour une réelle souveraineté. Sankara arrive à une période de l'Afrique où, passé les années d'indépendance, ou passé les luttes pour les indépendances, Sankara arrive à une période en 80-83 où c'est la période de la malcolonisation, pardon, du mal développement, la période je dirais, du désespoir chez les peuples africains. Et voilà quelqu'un, un jeune de 34 ans, qui apprend à faire renaître l'espoir dans la tête et dans l'esprit de tout le monde. La preuve, quand il a été assassiné, on l'a plus pleuré à l'extérieur qu'au Burkina. Ce qui veut dire qu'il inspirait et à la limite, il portait une voix que tout le monde voulait entendre. Il disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Ce qui a fait de lui le modèle, ce qui a fait de lui le leader comme Cabral, comme Lumumba et comme tous les autres. Aussi, dans sa politique d'indépendance et de souveraineté totale, il dérangeait un certain nombre de pays. Le Burkina Faso a connu 4 présidents bien avant Sankara. Je veux parler de Maurice, je veux parler de Lamizana, je veux parler de Seïs Derbo, je veux parler du commandant Jean-Baptiste. Mais le coup d'État d'août 83 a foncièrement préoccupé un certain nombre de personnes parce qu'il fallait faire aussi la différence à l'époque. Il y avait cette guerre interne, cette guerre froide entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, où les uns et les autres voulaient s'arracher, les méandres, où je dirais, voulaient s'arracher les pouvoirs d'un État, quitte à le faire balancer dans un bloc ou dans l'autre. Mais Sankara s'inscrivait dans une dynamique où il n'était ni capitaliste, il était, d'après lui, un révolutionnaire dans son coin, un révolutionnaire qui avait très peu de relations avec l'international ouvrière, mais un révolutionnaire qui a voulu juste changer le cours des choses vis-à-vis des situations et des conditions que le peuple burkinabé vivait et vis-à-vis des conditions que les peuples en lutte au monde sont en train de subir et qu'il est anormal de subir et qu'il faut apprendre à décoloniser les choses. Et donc, ce soutien au peuple en lutte, aussi bien au Burkina, en Afrique qu'au niveau international, s'est traduit par des prises de position assez fortes. Je pense au discours de Harlem, je pense au discours à l'ONU, je pense au discours à l'OUA, je pense à tous les autres discours et à toutes les prises de position. Je pense à cette accolade à Yasser Arafat à l'époque, je pense à ces visites dans un certain nombre de pays qui étaient qualifiés de non visitables par un certain nombre de pays. Je pense à tout ce qu'il y a eu entre lui et le président français à l'époque, mais je pense également à tout le soutien matériel également que le peuple burkinabé et le peuple, je dirais, burkinabé et le président Sankara avaient apporté à tous les autres qui étaient dans la même dynamique et qui luttaient pour une véritable indépendance. Je pense par exemple au combat contre l'apartheid. Et donc, la situation s'est faite et il y a eu le 15 octobre 87. Pour le 15 octobre 87, je m'en voudrais de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, la situation elle est claire. Ceux qui ont voulu de la mort de Sankara, ceux qui ont voulu de l'assassinat de Sankara, savaient où il allait, savaient vers quoi il allait, et savaient qu'il fallait l'arrêter maintenant, sinon ça allait faire boule de neige et les révolutions allaient se faire de plus en plus. Mais nous sommes là 24 ans après, il y a des étapes qui ont été franchies, il y a, je dirais, des mots d'ordre qui ont été lancés, il y a des actions qui ont été menées, on pourra en parler tout à l'heure avec Antoine et certainement dans les débats, mais il reste toujours que au niveau des réformes, aussi bien politiques, sociales, culturelles qu'économiques, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, même s'il y a des manquements, mais n'empêche que tout était dans le sens de la rupture avec l'ordre libéral, tout était dans la rupture avec l'ordre néocolonial, tout était dans la rupture avec l'ordre de domination. Et tous les peuples en lutte avaient été soutenus, tous les peuples en lutte se sentaient dans cette lutte-là, raison pour laquelle à l'assassinat, il a été regretté. Mais nous disons, et moi je partage cette position, Sankara n'est pas mort. Il est mort pour certains, mais pas pour nous, parce qu'il nous a laissé un grand héritage, lequel héritage aujourd'hui doit être partagé, doit être promu
doit être divulgué et surtout, les actions doivent être menées pour que cet héritage-là ne reste pas seulement que des mots. Il faut bien le traduire en actes et en action. Merci.